Bonsoir, bienvenue à ce 36e rendez-vous Avenue.ca. Ce soir, Vieillir avec panache avec Jocelyne Robert. Je suis Françoise Genet, directrice et rédactrice en chef d'Avenue.ca et nous diffusons en direct mais sans public du très sympathique café chez Teta sur la rue Rachel à Montréal. Alors, si vous ne connaissez pas avenue.ca, bien, je vous invite à aller sur le site, à cliquer sur les différents onglets et à découvrir le contenu. Vous n'y trouverez pas de recettes de gâteaux ni de conseils beauté ou mode, mais vous y trouverez des centaines d'articles sur la culture, les faits de société, l'histoire, la techno, les saveurs, le vin, le voyage, évidemment, les livres, l'architecture, bref, ce qui fait la qualité de la vie. Avenue.ca, je vous le rappelle, est une initiative du réseau FADOC qui, avec ses plus de 500 000 membres, est une des plus grandes associations de personnes de plus de 50 ans au Canada. Avenue.ca, c'est aussi les rendez-vous Avenue.ca, comme ce soir, des soirées ludiques et intéressantes, on l'espère, que nous tenons autour de thèmes comme la culture, la dégustation, le voyage et, comme ce soir, l'inspiration. Depuis notre lancement, nous avons tenu 35 de ces rendez-vous, dont 30 en présence, mais pandémie oblige, alors on est maintenant en virtuel. Mais ça nous fait une occasion de voir encore plus de monde à la fois et en plus de régions. On sera quand même très heureux de vous retrouver en présence le plus rapidement possible, souhaitons-nous le tous. Alors, ce soir, je vous parle de notre programme. C'est un peu particulier parce que ce soir, on se paie la traite avec le lancement du tout dernier livre de Jocelyne Robert, notre invitée, Vieillir avec panache. Oui, le titre, hein, tout un contrat. On verra ça avec Jocelyne tout à l'heure. Alors, c'est rarissime en ce moment, les lancements, étant donné les contraintes de la COVID. Et nous sommes très heureux de nous être accoquinés avec les éditions de l'Homme pour procéder à ce lancement officiel d'un livre qui, me dit-on, est déjà en réimpression, même s'il n'est sorti qu'il y a quelques jours en librairie. Je vous rappelle que vous pouvez vous procurer le livre de Mme Robert un peu partout dans les librairies, mais aussi sur les libraires.ca, pardon. Et on a aussi, je pense, mis sur les environnements Avenue le lien direct vers le livre de Mme Robert. Alors, le déroulement de la soirée, on va donc débuter par ce petit lancement qu'on souhaite pétillant. Un peu d'entrevue avec Jocelyne et puis je vais faire une pause pendant laquelle je vais faire tirer 2 premiers exemplaires du livre Vieillir avec panache et nous ferons 3 autres tirages à la fin de la soirée. Pour pouvoir participer à nos tirages, vous devez absolument aller poster un petit commentaire, une question. Dites-nous de quelle région vous nous écoutez. Faites un commentaire quelconque pour que notre système automatisé vous repère et que vous puissiez être éligible ou admissible, je ne sais plus, il y en a un des deux qu'il ne faut pas dire, je ne me rappelle jamais lequel, à notre concours, à notre tirage au sort. Alors, voilà pour la soirée. C'est maintenant le temps de vous présenter comme il se doit, même si c'est une personnalité que vous voyez depuis des années dans les médias et que vous avez peut-être déjà lu aussi. Je vous présente donc notre invité dans les formes. Mm-hmm. Jocelyne Robert est née à Montréal dans un milieu modeste en plein cœur du 20e siècle. Cadette et 7e enfant de sa famille, c'est une fillette curieuse et fascinée par le monde qui l'entoure. Jeune fille, elle se retrouvera à l'avant-scène des bouleversements sociopolitiques des années 60. De la maison du pêcheur en Gaspésie aux luttes électorales des quartiers populaires de Montréal, elle vivra intensément cette décennie qui allait changer à jamais la face du Québec et de l'Occident. Elle racontera d'ailleurs cette époque ainsi que ses souvenirs d'enfance dans le Faubourg Ramlas, dans une fresque romanesque à saveur autobiographique, Mensonges d'enfance et aussi Éclat de femme, où son héroïne Gwendoline Dernière nous fait revivre de l'intérieur cette époque et ses événements historiques. Mais bien avant de se lancer dans l'écriture romanesque, Jocelyne Robert est d'abord devenue sexologue en 1982. Elle publiera par la suite de nombreux ouvrages d'éducation sexuelle à l'intention des jeunes et des enfants, avec des titres comme Foule sexuelle, paru en 2002, qui aura marqué plusieurs générations. De nombreux essais suivront également, comme La sexualité en mal d'amour, Le sexe en mal d'amour, en 2005, dans lequel elle est une des premières à dénoncer l'hypersexualisation des fillettes. Elle s'intéressera également, avec son œil féministe,
au sort des femmes qui vieillissent et abordera le sujet de front dans son essai Les femmes vintage, paru en 2014. Lauréate de prix et de distinctions nombreuses, elle reçoit en 2007 le prix Renaissance, non Reconnaissance, en sciences humaines de l'Université du Québec pour sa contribution au rayonnement de la sexologie à l'échelle nationale et internationale. En 2010, elle est désignée femme de mérite par le YMCA de Montréal et femme d'exception par la ville de Longueuil. Au cours de sa carrière, qu'elle poursuit ici, mais aussi en Europe francophone, elle aura signé 16 ouvrages, dont 12 sont toujours en circulation et dont plusieurs ont été traduits dans une vingtaine de langues. Aujourd'hui est le lancement de son 16e livre, Vieillir avec panache. Mesdames et messieurs, Jocelyne Robert. Jocelyne Robert, bonsoir. Merci. Je me sens vieille à écrire ça, là. Hein? On voit qu'on a du bagage. Je parle pour moi, là. En tout cas, un parcours rempli. Oui. Très rempli. Ouais. Je suis une personne assez active, assez branchée là, dans ma communauté, dans ma vie et dans la vie de ma communauté. Donc, un 16e livre. OK. Moi, je l'ai torturé, oui, ce livre-là, oui, comme tu peux ça, voir. Je l'ai dévoré pratiquement d'une traite. Je m'arrêtais pour réfléchir à des choses. Tu m'as interpellé sur pas mal de trucs. Vrai, oui, tout à fait. C'était ce que je souhaitais. J'écris ça pour toi. Donc, c'est le 16e aux Éditions de l'Homme. Ça fait longtemps que je pense que tu es avec les Éditions de l'Homme. Ça fait presque depuis toujours. En fait, je pense que j'ai publié un livre, un livre avant chez une maison d'édition qui n'existe plus, qui était un conte. Et puis aussi, aux Éditions Ville-Marie à l'époque, deux petits livres qui s'appelaient « Je découvre ma sexualité pour les enfants ». Bon, Jocelyne, on va faire les choses dans l'ordre. D'accord. Tout lancement qui se respecte commence... Pas trop sérieusement, quand même. Non. Bon, mais ça débute d'abord par un mot de l'éditrice. Ah, c'est chouette. Alors, pandémie obligeant, Madame Liette Mercier, directrice de l'édition aux Éditions de l'Homme et l'éditrice de Jocelyne, a voulu lui dire quelques mots ce soir et officialiser ce lancement. Alors, la parole est à vous, Jocelyne. Bonjour, mon nom est Liette Mercier, directrice de l'édition aux Éditions de l'Homme. Il y a des ouvrages qui s'écrivent lentement, que les auteurs mettent des années à coucher par écrit. Il y en a d'autres, au contraire, qui s'écrivent sous le coup d'une forte émotion, sous le coup de l'urgence. Vieillir avec panache de Jocelyne Robert fait partie de la deuxième catégorie. Jocelyne l'a écrit rapidement, plus rapidement que je l'ai vu jamais écrire, à l'été 2020, à la suite du triste printemps qu'on a connu. Contrairement à ce que le titre pourrait laisser croire, parce qu'il y a le mot « vieillir » dedans, puis on n'aime pas ça quand le mot « vieillir » est là, ce livre-là n'est pas triste, n'est pas un livre sombre. Au contraire. Oui, il est question de décrépitude, il est question de vieillissement, il est question de bobo, il est question de mort, de flasquitude, comme elle le dit, mais ce n'est pas un livre triste pour autant. Jocelyne déconstruit ces idées-là. Elle fait de ce livre-là une véritable révolution, une révolution contre la façon qu'on a aujourd'hui de voir les personnes âgées. Elle nous incite à nous rebeller contre cette façon-là. Elle dit aux personnes âgées, non, vous n'êtes pas petits, vous n'êtes pas des petits vieux, vous n'êtes pas des petites vieilles, vous êtes des personnes à part entière, vous avez droit à la parole, cette parole qu'on retire tranquillement aux personnes âgées. Ce livre-là, c'est un ascenseur vers la sérénité selon la belle formule qu'elle utilise. Alors, Jocelyne, ma belle Jocelyne, je me suis habillée en jaune poussin pour toi aujourd'hui, pour matcher avec ton livre. Alors, Jocelyne, tu demeures plus pertinente que jamais, en dépit ou grâce à, je ne sais pas, tes beaux cheveux blancs, à ton âge, grand ou pas, ça m'importe peu, mais tu demeures pertinente et à ce titre-là, ben, tu as ta place parmi les auteurs des Éditions de l'Homme plus que jamais. Je t'embrasse très fort, je te remercie pour ce livre-là et je souhaite bonne lecture à tout le monde. Bonsoir. Alors, merci Liette, merci. On sent une complicité. Ça fait longtemps que c'est ton éditrice. Oui, ça fait longtemps. Mais moi, je fais partie des meubles aux Éditions de l'Homme. Aux Éditions de l'Homme, où il y a beaucoup de femmes, je fais partie des meubles. J'ai l'impression que c'est vraiment, je dis souvent, puis je le dis en boutade, mais c'est pas vraiment en boutade, c'est ma deuxième famille. Je veux dire, je suis avec les Éditions de l'Homme depuis, je sais pas, plus que 35 ans, je pense.
j'ai jamais vécu aussi longtemps avec un conjoint. Mais bon, alors c'est ma deuxième famille. Fidélité. Non, mais en général, je suis fidèle. Vous êtes fidèle. En général, je suis fidèle. On se vous voit, hein? On se vous voit, nous deux? On se voit pas? Bon, non, moi, j'aime mieux on se tutoie. On se tutoie. Les verbes sont moins difficiles à conjuguer. Oui, c'est ça. Je me mélange tout quand on se vous voit. Jocelyne, on ne sabrera pas le champagne ou les petits fours. On n'aura pas les petits fours habituels des lancements. Mais l'équipe des Éditions de l'Homme tenait à t'offrir ce beau bouquet. Jaune! Ben oui, pour aller avec la couverture de Vieillir avec panache. Oui, ça valait Je sais pas comment le montrer. Il est magnifique. Mon Dieu! Merci! Je suis vraiment surprise. Tu ne vas pas te sauver avec, là? Non, je te Parce qu'il va pas mal bien avec ton veston. Il va bien avec mon veston. Hein? Je m'étais habillée en jaune pour aller avec la couverture de ton livre. J'ai deviné. Merci infiniment. C'est vraiment Alors, c'est de la part de Liette, évidemment, et de Jacinthe Lemay, de ton attaché de presse. Et une belle gang. Oui, une belle équipe, effectivement. Une belle gang. Alors, qu'on salue bien. Alors, Jocelyne, c'est une entrevue. Oui, je suis un petit peu nerveuse. Et sais-tu, j'ai envie de dire quelque chose. Parce que les gens, là, ils pensent qu'une entrevue, c'est toujours framé, pour utiliser un mot anglais, monté avec cette dame avec laquelle je vais parler. On n'a jamais eu de pré-entrevue. Je n'ai aucune idée où elle va m'amener. Alors, peut-être que je prends des risques, mais peut-être qu'elle en prend elle aussi. Je te trouve brave, je te trouve brave. Jocelyne, moi, je vais être obligée de mettre mes lunettes de temps en temps pour voir mes questions parce que j'ai atteint l'âge où il faut mettre des lunettes aussi, pour lire, évidemment. Un cri du cœur, Liette en parlait dans son laïus et je trouvais que c'était exactement le bon coup d'envoi pour parler de ce livre-là. Ouais. On sent que tu l'as sorti d'un jet, d'un coup de comme un coup de fusil. Raconte-nous l'impulsion, ce qu'il y avait dans l'air à ce moment-là pour te conduire à ça. C'est vrai que c'est un cri du cœur, hein, c'est vraiment, mais c'est aussi un coup de gueule. C'est deux opposés, peut-être, un cri, mais c'est un petit peu des deux. Ce qu'il y avait dans l'air, c'était la COVID. Je me suis mise à mon ordi. On revenait de voyage. C'était en mars. Le confinement commençait, là, donc on était en confinement et en quarantaine. Et puis, comme bien du monde, je passais mes journées, pas mes journées, mais tous les jours, je m'installais devant le téléviseur. Puis j'écoutais nos trois... la conférence de presse. Voilà, la conférence que personne ne manquait. Et j'étais... Tranquillement, je suis devenue tétanisée. Tétanisée de ne pas pouvoir aller à l'épicerie parce qu'il y a un bout où je n'avais même pas le droit d'aller faire des courses parce que j'avais 70 ans et passé. J'avais l'impression de vivre sur une autre planète dans un scénario invraisemblable, impensable. Et j'étais outrée de voir la situation de laquelle on prenait conscience là, chez les personnes âgées, c'est les personnes très vieilles. Moi, je dis les vieux et les vieilles, hein, puis dans mes mots à moi, c'est loin d'être une insulte, c'est un compliment. On va y revenir d'ailleurs. Oui, c'est des mots que je trouve beaux. Mais donc, tu sais, par exemple, j'écoutais des reportages où on racontait en long et en large que tel monsieur de 40 ans ou telle dame, puis c'était intéressant, là, qui était décédé de la COVID, puis on faisait connaissance avec leur famille, avec leur histoire, avec leur vécu, Et puis, les personnes de 70, 75, 80 ans et plus, c'était des chiffres qui passaient, tu sais. Je me disais, il me semble que de temps en temps, ce serait le fun qu'on sache un peu plus qui était un tel ou qui était une telle. On les a pas beaucoup entendus non plus. Non, on les a pas entendus non plus. Puis j'ai eu l'impression, ça m'a fait prendre conscience de l'espèce d'apartheid dans lesquels on maintenait les personnes vieillissantes, les vieux, les vieilles. Puis quand je dis vieux et vieilles, je m'inclus là-dedans. J'ai pas de mal avec ce mot-là. Et comme j'étais impuissante, hein, on rencontrait pas de monde, on n'avait pas le droit de sortir, on avait le droit de rien faire, puis c'était correct. Là, je juge pas juge pas ça du tout. Au contraire, je me suis mise devant mon écran, puis j'ai laissé aller à la fois mes émotions, mais pas que mes émotions. C'est un livre qui est pas qu'émotion, qui est très rationnel aussi. Une analyse. Voilà, tu sais, une analyse de la situation. Puis ça faisait pas... Bon, c'est un cri du cœur, mais c'est quelque chose que je
cogitait depuis longtemps, il faut dire. C'est pas arrivé, bang. La COVID, la situation... Ça a cristallisé. Voilà, a certes été là, le point de bascule qui m'a fait dire, bon, ben, ce dont je suis témoin depuis 5 ans, 10 ans, en rencontrant des hommes et des femmes vieillissants, ben, je vais parler d'eux. Là, On va en parler beaucoup et on en parle déjà beaucoup du vieillissement parce que là, on a nos boomers, tous les boomers arrivent chez les vieux. Et voilà, chez les vieux. Et donc, forcément, il y a l'impact du nombre, tout ça. Et tu fais remarquer assez rapidement dans le livre que c'est la première fois qu'en même temps coexistent 5 générations de 0 à 100 ans. Oui. Parce que maintenant, avoir 100 ans, c'est plus ça arrive plus souvent qu'autrefois. Oui. Et bon, donc, dans une même famille ou en tout cas dans un même village ou un même quartier, il y a des gens de 0 et de 100 ans. Oui. C'est la première fois. Oui, c'est la première fois dans l'histoire. On a franchi le 3e millénaire avec cette nouvelle réalité-là. 5 générations qui avancent de front chez nous 4. Malheureusement, j'aurais aimé qu'il y en ait 5, que mes parents ne soient pas morts si jeunes, mais il y en a 4. Et cette réalité-là, quel impact ça a? Est-ce qu'on s'en va vers un choc générationnel? Tu nous parles, par exemple, j'ai assez aimé l'expression racisme générationnel. Ouais. Tu nous dis, ben, c'est les boomers qui semblent être les plus ciblés, que ce soit par la génération X, Y ou même Z. Ouais. C'est les boomers qui sont ciblés. Il y a le hashtag OKBoomer que tu expliques, qui veut dire littéralement, moi je ne le savais même pas, ta gueule. Oh, ben à peu près, là, c'est ce qu'on m'a dit quand j'ai interviewé des gens. C'est ça. Ça veut dire efface-toi de là, ton temps est fait. Donc, est-ce que tu sens qu'il y a un conflit des générations actuellement? Est-ce que... Je trouve que ce que la pandémie a mis en lumière, a eu une espèce d'effet de loupe. C'est pas un conflit générationnel dans le sens parent avec enfant. Tu sais, je me fais toujours dire, mais voyons, ça a toujours été comme ça. Les enfants se rebiffent contre la génération précédente. Vous l'avez fait avec vos parents. Bon, votre fille l'a sans doute fait avec vous. Mais là, c'est pas tout à fait ça. Ce qu'on a vu avec la pandémie, beaucoup sur les réseaux sociaux, c'est les jeunes contre les vieux. Et ça, c'est nouveau. Ça, c'est nouveau. Tous ces hashtags-là, c'est ça que ça voulait dire. Et très souvent, on s'adressait aux boomers. Les boomers sont vraiment les plus... s'il y a de la détestation à l'endroit des vieux, des vieilles, c'est vraiment à l'endroit des boomers. Ils sont perçus comme ceux qui sont partis avec le beurre puis l'argent du beurre, qui ont tout eu, puis bon, qui s'en vont pas, qui gardent leur place, qui sont toujours sur le marché. Ils sont bien fatigants. Donc, il y a quelque chose... Puis je me disais, mais... Il faut mettre en lumière autre chose. Puis mon livre n'est pas du tout une apologie des boomers, mais reste que ce qui se passe en ce moment, cette espèce de réveil par rapport à la perception des vieux et des vieilles, c'est les boomers qui l'apportent. Pourquoi? Parce que les boomers, en arrivant, comme tu l'as évoqué plus tôt, sur la planète des vieux, ben, les boomers, ils n'ont pas envie d'être victimes de ségrégation. Ils ont envie de continuer à profiter, à avoir droit à tous les privilèges de ce qu'on a quand on est vivant, de ce dont on peut bénéficier quand on est vivant. Alors, ils ne se tassent pas, puis ils ont raison. Mais je pense que sur cette planète, c'est formidable. Il y a 5 générations de front. Quel merveilleux moment pour se serrer les coudes, se mêler, défaire les cloisons, les jeter par terre, se parler, s'écouter. On a tellement à s'enrichir. Moi, je m'enrichis tellement à être avec Puis Dieu sait que je fréquente du monde de toutes les générations. J'ai des amis de 80 quelques, puis j'en ai ma grande amie, elle n'a même pas 40 ans, tu sais. Alors, il y a tellement d'enrichissement. Il n'y a pas que nous, les vieux, qui avons à apporter. Il y a un échange, il y a un échange de fluide intellectuel possible, là, vraiment extraordinaire, dont on ne profite pas. Je t'entends dire vieux, puis tout ça, puis là, j'imagine... Les gens doivent dire... Est-ce qu'on a des réactions? Est-ce qu'il y a des gens qui réagissent déjà sur les commentaires avec le mot vieux, Julie? Non, ça va, ça passe. Ben, j'aimerais ça qu'on en parle. Oui. Tu réfléchis au vieillissement, mais tu es même dans l'étymologie du mot. Oui. Tu dis dans vieillissement, dans vieillir, dans le mot il y a d'abord le mot vie. Exactement. Et tu revendiques ce droit au mot vieillir, vieillissement, être un vieux, une vieille, et que même, il n'y a que les humains qu'on ne veut pas qu'ils soient vieux. Exactement. On aime les objets anciens, on aime les vieilles maisons, les vieux meubles, mais pas les vieux. Un beau vieux chien, une belle vieille chatte, un
arbre centenaire, une maison ancestrale. Mais chez les humains, c'est comme, non, c'est interdit d'être vieux. Là. Bon, ça, et bien sûr, on ne s'étendra pas là-dessus, mais c'est beaucoup lié au fait qu'on vit dans un monde de consommation, puis un monde qui privilégie la jeunesse éternelle. Hein? Tout est pour la jeunesse, tout est pour la beauté, un certain type de beauté, très stéréotypé, là, selon les critères culturels. Mais oui, je revendique, puis je veux qu'on réfléchisse pourquoi on haït tant le mot vieux et vieille et vieillesse, parce la plupart du temps, on ne se l'est pas posé, cette question-là. J'ai une dame que je connais, dont je parle dans le livre, elle n'est pas connue, je lui ai demandé la permission de la citer, et j'y ai fait envoyer le livre, elle s'appelle Marjolaine, j'y ai fait envoyer le livre pour qu'elle voie ce que j'avais écrit, puis avec son autorisation, bien sûr, et elle m'a téléphoné, le livre n'était pas sorti, elle l'avait lu, et elle m'a dit... J'ai toujours haï le mot vieux et vieille. Et là, c'est en train de me faire me rendre compte que je ne sais pas pourquoi. Sais-tu pourquoi? Et c'est comme pas nous, les boomers, qui avons un peu mis le mot vieux à l'index. C'est possible. Soyons honnêtes, des années 60, c'est 70, possible. on c'est n'en possible. voulait pas. Mais Jagger, lui, il n'est pas vieux, il ne veut pas être vieux. Ben, je ne sais pas. S'il pense comme il faut, peut-être qu'il va être vieux. Je ne sais pas. Il faudrait lui demander. Mais les boomers avaient quand même un peu... ils ségrégationnaient un peu les vieux. Je ne sais pas si c'est les boomers, c'est la société. Le mot vieux était toujours relié à décrépitude, à poussiéreux, à plus présent, à pas là, à sénile, et c'est pas vrai. Puis quand on y pense, Françoise, là, je les conteste pas, je le dis des fois. Liette le dit dans sa présentation, elle a dit les personnes âgées. Moi, j'ai rien contre dire les personnes âgées. Mais je veux que les gens prennent conscience qu'une personne âgée, ça ne veut absolument rien dire. Âgée de combien? Ben voilà. Ben, mon arrière-petite-fille, c'est une personne âgée de 2 ans. Tu sais, bon, voilà. Aîné, ça veut-tu dire quelque chose, aîné? C'est en référence, c'est en imitant le milieu familial, mais moi, je suis une cadette de 7 enfants. Je ne sais pas c'est quoi être une aînée. Je sais que je fais partie de ce qu'on appelle les aînés. Mais là, mon arrière-petite-fille va avoir un petit frère bientôt et je compte sur elle pour m'expliquer c'est quoi être une aînée parce qu'elle va en être une. Moi, le mot aîné, je trouve que ça ne veut rien dire. Donc, on a trouvé dans nos sociétés des euphémismes, des mots qui édulcorent, qui gomment, puis qui sont sucrés. Là, on le fait, c'est le politically correct. C'est un peu le dictat du politically correct. Oui, mais quand on y pense comme il faut, moi, je préfère nettement être une vieille savoir être une vieille que de savoir paraître jeune. Tu comprends? C'est beau, ça. C'est pas laid, hein? C'est beau, ça. Dis-moi ça encore. Je préfère nettement savoir être vieille que savoir paraître jeune. Puis je n'ai pas ça si je parais jeune, là, c'est sûr. Il ne s'agit pas de se débarrasser soudainement de tout. On a toutes et tous envie de rester des gens séduisants, de rester des gens intéressants, mais on ne permet pas ça aux vieux et aux vieilles. Et il n'y a pas de raison que ce soit comme ça. Je lis un extrait, page 27. Notons que c'est la vie et non la mort qui ouvre la voie à la vieillesse, tant dans la linguistique que dans le processus du vivant. Dans l'existence telle que nous la connaissions, il y a les vivants. Dans une autre dimension que nous ne connaissions pas, il y a les morts, ou là les âmes des morts. Que sais-je? Nous sommes donc, tous autant que nous sommes, depuis l'entrée jusqu'à la sortie du théâtre de la vie, du côté des vivants, dans le monde du vivant. Nous méritons, A, d'être considérés comme des êtres humains à part entière jusqu'au bout du voyage, B, d'avoir droit à toutes les considérations dévolues aux hommes et aux femmes, C, de jouir, si nous le désirons, de toutes les prérogatives octroyées aux êtres humains vivants. Je t'écoute là-dessus. Ben, j'ai pas grand-chose à ajouter. C'est ça, je pense que c'est une sorte de plaidoyer pour qu'on remette en question notre tendance à la fois privée et sociale, parce que privément, on a intériorisé ces messages-là, notre tendance à imaginer qu'il y a des gens qui n'ont plus le droit. Moi, j'ai tellement rencontré dans ma profession, puis dans mes conférences depuis une dizaine d'années, de gens, par exemple, qui tombaient en amour à 75 ans ou à 80 ans ou qui avaient du désir pour un partenaire qui était dans la même résidence qu'eux ou qu'elle, et qu'on jugeait. De quel droit?
Qui suis-je pour juger que madame une telle n'a pas le droit d'avoir un amoureux, n'a pas le droit à une intimité, à un rapprochement corporel qu'elle désire, qu'elle souhaite et qui est consenti de part et d'autre? Qui sommes-nous? Et ça, ben, je pense qu'il faut qu'on prenne conscience de ça. Il n'y a aucune raison de zéro, de l'entrée dans la vie, de l'arrivée sur cette planète jusqu'à notre départ. Je le répète, là, nous devrions avoir le droit et être traités comme on traite tout le monde, puis avoir droit à toutes les prérogatives du vivant, c'est-à-dire avoir le droit au plaisir, avoir le droit à l'amour, avoir le droit à la tendresse, avoir le droit à l'intimité, avoir le droit au travail, avoir le droit au loisir. Tu sais, il y a une revue, un nouveau magazine qui est sorti en Belgique il n'y a pas si longtemps, c'est en 2020. Et sur la page couverture, ça m'a fait tellement rire. C'est une madame, là, une dame d'à peu près 75-80 ans, je ne sais pas. Et puis elle fait un doigt d'honneur. Tu sais, peut-être que ça peut choquer, mais moi, ça m'a fait rire. Et puis la petite phrase en dessous, c'est « ça suffit ». On n'est pas, je me rappelle plus, ça équivaut à peu près à dire on est des vieux, des vieilles, mais on n'est pas des petits. Tu sais, ça équivaut à dire si on n'est pas des petits vieux. Puis voilà. Parce que c'est ça. Voilà. Moi, appelez-moi la vieille, mais appelez-moi pas la petite vieille. La petite vieille. Que je suis pas petite. Les voilà. personnes qui ont plus de 60 ans sont pas petits. Ils sont pas petites, puis c'est pas des moitiés de personnes. Tu sais, on les considère souvent comme des moitiés d'êtres humains, alors que encore là, quand on y pense comme faut, s'il y a des êtres qui sont multiples, c'est sûr qu'ils peuvent être fragilisés, ils peuvent être malades, mais parlons là, s'il n'y a pas de problème particulier. Ce sont les êtres les plus multiples qui soient parce qu'ils ont un bagage d'enfants, d'anciens adolescents, d'anciens révoltés, de jeunes hommes, de jeunes femmes, d'amoureux transis, d'amantes éplorées ou folles de bonheur, de nouvelles mamans, de parents, de quelqu'un qui a fait une carrière. Ils ont tout ça en eux. Elles sont et ils sont toutes. Alors, tu ne peux pas être plus multiple que ça. On parlait des dans ton boomers expérience. tout à l'heure. Les femmes boomers ont dû inventer le modèle des femmes qui travaillaient, qui étaient actives sur un marché du travail. C'est les femmes boomers qui ont été les premières à prendre leur retraite, parce qu'avant, la retraite n'était que masculine. Et là, j'ai l'impression que, puis tu l'abordes un peu, la grand-parentalité n'est plus du tout. Et ta fille raconte, dit, ma mère est au parc avec son arrière-petite-fille, mais elle joue avec le fils de son ami, ou je ne sais plus. Oui. Mais elle est avec son ami qui a l'âge de son arrière-petite-fille. Donc, c'est pour dire, quand on a de l'ouverture, il y a du bonheur, du plaisir, de la complicité, du partage possible entre gens. Ce n'est plus ce que c'était. Mais non, ce n'est plus ce que c'était. Je veux dire, on ne passe pas notre temps dans la chaise berçante. Puis, bon, on le sait, là, être grand-parent, c'est une image fonction. qui est encore véhiculée beaucoup, oui. Hein? C'est pas le terme grand-parent qui est galvaudé. C'est le terme, c'est les vieux et les vieilles qui devraient. Ils sont pas là. On les voit pas. Il y a plus de vieux et de vieilles de 65 ans et plus en ce moment que de jeunes je pense que c'est 20 ans et moins, là. Je ne suis pas certaine. La pyramide des âges qui est inversée, oui. Et qui est inversée. Mais ils sont où? Et c'est ça que la COVID nous a montré. On voyait que des gens dans la force de l'âge ou à peu près nous en parler. Tu l'as évoqué tantôt. On les a pas beaucoup interrogés, interviewés. Il y en a... Ils sont morts tragiquement pour plusieurs. Là. Puis ça, bon, on ne s'étendra pas là-dessus non plus, mais c'est beaucoup à cause des moyens que nous n'avions pas dans notre système de santé. Du peu de cas qu'on en fait. Oui, exactement. Du peu de cas qu'on en fait. Je fais un grand saut, un grand bond de puce pour aller à la fin du livre. Le sujet, le chapitre sur la trome. Parce qu'on ne veut pas nommer la mort. La mort, oui. Je le dis en boutade. Hein, je le dis en boutade. Tout à fait. Et c'est vrai que c'est un morceau qui est encore difficile à passer. C'est pas quelque chose qu'on aborde facilement. Est-ce que c'est pas justement cette peur de la mort ou ce refus de la mort qui fait qu'on tourne le dos à la vieillesse? Il y a aussi les dictats de la jeunesse et de la beauté. Là, mais le fait que la mort soit là dans le parcours. Quand on interroge les gens, les jeunes, puis les personnes plus âgées aussi, ils ont plus peur de la vieillesse et qu'ils associent à la maladie, évidemment. Souvent, ils ont plus peur de ça que de la mort. Ils ont peur du CHSLD, en fait. Ils ont peur de la solitude. Ils ont peur de l'abandon. Ils ont peur, en France, ils ont peur de se retrouver dans un EHPAD qui est l'équivalent. Et c'est partout en Occident. Hein? Donc, c'est sûr que la mort, c'est un inconnu,
Mais la mort, je veux dire, on le sait, là, on n'est plus rien, ça fait partie de nos vies. Je raconte aussi que moi, j'ai un petit ami d'une dizaine d'années qui est mort quand j'étais toute petite, puis je me suis rendu compte que quand on est vieux, on n'a pas le choix, on va vers la mort. Puis quand on est jeune, parfois, ben, la mort vient nous chercher, tu sais, et que c'est un incontournable. Alors, ce que je remarque auprès des personnes vieilles, je vais les appeler personnes âgées ou aînées, c'est leur capacité extraordinaire. Il n'y a pas juste de la dégénérescence puis des pertes dans le Non, parce qu'en fait, vieillissement. 80% des personnes qui ont plus de 60 ans sont en relative bonne santé. Là. Tout à fait. Tout le monde n'est pas malade de grabataire. Oui, puis au-delà de ça, il y a des plus. Moi, je me rends compte que plus on vieillit, plus on est sensible à redécouvrir, à l'émerveillement, tu à dis dans ton livre. l'émerveillement, à s'émouvoir. Peut-être parce qu'on est moins pressé, peut-être parce qu'on court plus d'un bord puis de l'autre, peut-être aussi parce qu'on est moins dans la performance, la maudite performance de toujours être le plus efficace, le premier, la première, avoir le scoop. Hein? On est moins là et ça nous enrichit d'une sorte de capacité d'être avec l'autre, d'être en présence, de s'émerveiller, de jouir d'un verre de vin, de jouir de se coller les pieds froids sur une cuisse chaude, mais vraiment d'en jouir dans tout le sens du terme, là, de la sensorialité, de la sensualité. Voilà. Donc, il y a des choses qui s'aiguisent en vieillissant. Sur le plan de la sexualité, de l'érotisme, je dis souvent aux gens que je rencontre en conférence, vous savez, il y a un organe. Il y a un organe sexuel qui grandit, qui grossit jusqu'à la mort. Et là, je leur demande lequel. Bon, puis ils ne savent pas trop. Tu sais, il y en a qui disent le désir, mais la boîte à fantasmes, l'imaginaire érotique des vieux et des vieilles, laisse-moi te dire qu'aller fouiller là-dedans, c'est intéressant. La bibliothèque est plus complète. Elle déborde. Alors souvent, les personnes vieilles me disent, ouais, mais je recontacte, c'est vrai ce que vous dites, mais je recontacte pas ça souvent. On se l'interdit. Tu as un plaisir à le recontacter, pourquoi pas? Et si ce plaisir-là mène à d'autres plaisirs, pourquoi pas? Hein? Liette, ton éditrice, disait que c'était un coup de cœur, un réquisitoire, mais c'était pas que ça. C'était aussi quelque chose de très lumineux comme livre. Oui, et quand je t'ai laissé le message, j'ai trouvé l'angle. C'est qu'en fait, j'étais arrivée à la partie qui s'appelle carrément, la deuxième partie du livre s'appelle l'action. Et ça m'a extrêmement plu. J'ai eu l'impression que le message que tu nous donnais là-dedans, c'était « Vous avez du pouvoir sur votre vieillir. Il vous appartient et vous pouvez l'agir. Vous pouvez l'être et vous pouvez l'agir. Vous pouvez décider de ce que vieillir est pour vous et non pas de le subir. » Alors là, tout y passe, évidemment, l'érotisme, mais aussi le droit à la joie. Oui, la joie. J'ai un chapitre sur la joie. C'est tellement important. Vas-y, je t'écoute là-dessus. Mais c'est tellement important d'être dans la joie, de ne pas perdre ce talent-là, qui est un talent d'enfant. Tu sais, je dis parfois, ça, c'est pas de moi, là. Il y a quelqu'un, je ne me rappelle plus son nom, qui a dit, on a tendance à chercher quelqu'un avec qui vieillir, hein, quand on veut être en couple, quoiqu'il y a des solitudes glorieuses, là, je le répète tout le temps. On cherche quelqu'un avec qui vieillir, alors qu'on devrait chercher quelqu'un avec qui rester enfant. Et ça ne veut pas dire qu'on retombe en enfance. Ça veut dire qu'on recontacte cette aptitude-là en vieillissant. À la spontanéité, oui, c'est possible de la recontacter. Et c'est formidable parce qu'un enfant, si tu regardes un enfant, il est tout à son jeu, dans toutes les étapes que son jeu comporte. Son jeu, c'est du travail, mais c'est du travail le fun. C'est formidable. Alors, il y a accueillir la joie, triompher de la peur aussi. Oui. J'ai beaucoup aimé le chapitre triompher de la peur. Beaucoup de pistes de réflexion, d'analyse, des enjeux, des trucs concrets. J'ai bien aimé. Quel âge elle nous demande, je ne sais plus à quelle page, de faire nous-mêmes le test. À quel âge vous sentez-vous? Oui. Alors, et on peut arriver à des résultats qui peuvent être assez étonnants. L'as-tu fait? Oui, tout à fait. Oui. J'étais contente. T'étais contente? Bon, c'est bon ça, c'est bon. J'étais contente. Mais peut-être tu le referas un autre jour puis tu vas être moins contente. Mais c'est comme ça, c'est subjectif. Agir sur les choses, vieillir est une activité, la vieillesse du temps choisi.
Oui, ça devrait être du temps C'est ce que choisi. tu écris, j'ai trouvé ça très Oui, du temps. Tu sais, les gens disent, j'ai tellement de temps libre, c'est plate, mais ce temps libre-là devrait être du temps de... pas de vrai, j'aime pas les de vrai. Peut-être du temps de liberté. Donc, revendiquons notre droit à être vieux. Oui, puis revendiquons la place qu'on a le droit d'occuper. Moi, j'occupe une place et c'est la mienne. Je ne l'ai pas volée à personne. C'est sans doute la même chose pour toi. Et au contraire, si je peux, je m'arrange pour que ça déborde, pour que ce soit démultiplicateur, pour amener d'autres personnes à travailler justement, à faire des choses. Alors, il faut cesser, quand on est vieux, de penser qu'on n'a plus notre place et qu'on n'a plus la même valeur. Tu sais, si je sors un billet de 20 $ ici, là, puis que je le garoche à terre, puis que je file dessus, puis je crache dessus, puis il y a eu de l'histoire, là, ce vieux billet de 20 $ là, puis tout à coup, je me dis, bon, ben, disons que ça représente ce que je suis, là, moi, comme personne, disons que de 80 ans. C'est pas mon cas, là, j'ai juste 72. Mais, et puis après, je déplie le billet. Je fais ça souvent avec les gens que je rencontre. Je déplie le billet doucement, je les poussette, je leur passe quasiment, tu sais. Puis là, je dis, ben, il vaut combien maintenant, ce billet-là? Et puis là, les gens disent, ben, il vaut encore 20 $. Ben, c'est ça. La vieillesse, on est un peu fripé, on est des fois un petit peu poussiéreux, on est un petit peu flasque, on est différent, mais on est beau à notre façon et belle à notre façon. Et puis, on a la même valeur. Il faut cesser de s'imaginer. 2021, nouveau credo. Ben, écoute, 2021 et par la ainsi suite. de suite. Là-dessus, je te laisse. On va faire une petite révolution. Ouais. Le refus global en CHSLD, le droit de coucher avec mon amoureux. J'ai lu ça dans ton livre. J'ai bien aimé. Je me suis dit qu'il y avait une révolution à faire. Alors, si vous voulez bien, on va laisser Jocelyne reprendre son souffle quelques instants. Le temps pour nous de faire des tirages. Je regarde Julie. Julie Chaumont, la chef de pupitre et journaliste sur avenue.ca, qui est toujours là derrière pour s'occuper des réseaux sociaux. J'espère que... Est-ce qu'on est nombreux? Est-ce qu'on est... Oui, on est nombreux. Alors, bonsoir tout le monde. Merci d'être là. Merci d'être avec nous. Alors, on va faire tirer donc, sans plus tarder, 2 exemplaires du très beau livre. Et je vous le dis, là, ça s'offre bien, ça se lit d'une traite. J'ai vraiment beaucoup aimé l'approche de l'action. Après la première moitié où on prend conscience un peu du rejet social dans lequel on a placé nos vieux, d'après ça, voir qu'il y a des choses à faire très concrètes. C'est pas du pelletage de nuages, c'est très concret, c'est très bien expliqué, une belle réflexion, une belle analyse. Merci. Alors, est-ce qu'on a est séparé aux éditions de l'Homme, c'est en librairie et on peut l'acheter sur leslibraires.ca ou dans nos librairies. Julie, est-ce qu'on a un premier ou une première gagnante? Alors, c'est Madame Lorraine Sirois qui remporte le premier exemplaire du livre. Félicitations. Madame Sirois, vous nous donnez vos coordonnées complètes sur Messenger, sur la page Facebook d'avenue.ca. Deuxième? Alors c'est Monsieur Gilles Lavoie qui remporte le deuxième exemplaire. Félicitations. Même chose, donnez-nous vos coordonnées sur Messenger, sur la page Facebook avenue.ca. Alors, moi, je profite de notre petite pause pour prendre une gorgée d'eau parce que... Moi, j'ai envie de dire quelque chose que j'ai remarqué aussi, c'est que les réactions face à mon livre depuis qu'il est sorti, c'est autant des hommes que des femmes. Oui, bien sûr. Et ça me fait plaisir, ça me touche parce que souvent, les femmes s'intéressent. Tu vois, on a une gagnante et un gagnant. C'est ça qui m'y a fait penser. Alors, moi, j'ai envie de prendre 2 minutes pour vous parler du café chez Teta où nous sommes. Je le fais parce qu'il nous reçoit avec tellement de gentillesse à chaque fois. Et puis, c'est pas évident dans ces temps de pandémie de le faire. Alors, c'est un café-restaurant libanais. Vous pouvez emporter ou vous faire livrer. Et moi qui ai vécu au Liban pendant 9 ans, je vous le dis, c'est le meilleur fatouche en ville, la meilleure hummus tahini, c'est-à-dire ce que vous appelez en général le hummus ou le hummus. Et les manouchis sont des espèces de petites patronnes sur lesquelles on entend du thym ou du fromage ou de la viande. Et c'est extraordinairement délicieux. Oui, on a faim. Moi aussi, j'ai faim. Ça va être bon tout à l'heure. Alors, voilà, donc je voulais leur dire un grand merci et je pense que le site Internet ou l'adresse est sur la bande déroulante. Je veux aussi remercier les Éditions de l'Homme de nous avoir prêté leur espace finalement avec Jocelyne pour qu'on puisse faire ce lancement-là.
Ça va bien? Tu es contente de l'avoir fait Je avec suis nous? très, très Ah, contente. ça va bien, Puis hein? c'est exceptionnel, c'est une première. Ben, Hein? c'est vraiment agréable. Oui. En fait, le premier rendez-vous Avenue virtuel qu'on a fait sur avenue.ca à l'automne, parce que, bon, une fois le printemps puis l'été passé, j'ai bien dû me rendre à l'évidence oui. que ce ne serait plus en présence, c'était avec Jessica Arnois et Pierre Huet. Pierre a écrit le livre Santé avec Jessica Arnois et on a fêté le lancement ensemble comme ça. C'est super. Alors, je veux remercier donc les Éditions de l'Homme pour leur collaboration. Les Éditions de l'Homme, c'est le plus grand éditeur du Québec. C'est 1700 auteurs, 3000 titres au catalogue, 600 titres numériques, plus de 27 millions de livres à travers le monde, avec un rythme de publication de 170 titres par année. On est essoufflé juste à y penser. C'est une grosse maison. On vous lève notre chapeau. Merci encore à l'équipe. Et on prend une dernière gorgée d'eau, puis on va continuer notre passionnante conversation avec Jocelyne. Mais là, on va aller fouiller un petit peu dans le passé. Ah ben, moi, je n'ai pas de problème. Je l'assume. Tu l'assumes. Bon, c'est parfait. Mais là, pas trop. On va pas trop dans mon non, quand même. On va se garder une petite gêne. Je te sens pas mal curieuse, là, franchement. Jocelyne, on pourra en passer des heures là, de parler de vieillir avec panache, assurément. J'ai invité Jocelyne aussi à nous écrire, puis là, je vais la faire se connaître en public. On va publier un texte inédit de Jocelyne. Oui, un peu plus tard. Au printemps, dans la rubrique Le fil du temps, dans laquelle on invite des personnalités connues à se pencher sur ce phénomène des années qui passent et des dizaines. Tu as un drôle de mot en vieillir avec panache. Attends, je m'étais pris. Les tabous génères? Oui, merci, les tabous génères. Oui, mais j'aime ça inventer. Quand je trouve pas le mot pour dire ce que je dis, je pas. Ben, tu sais, c'est vrai qu'on est des tabous génères après 55-60 ans. C'est vrai. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Tabous génères, j'ai bien aimé l'expression. Alors, on va essayer de regarder un petit peu ton parcours. D'abord, toi, je disais en introduction, tu es la 7e d'une famille de 7. Ouais. Et moi, mon père, qui était d'une autre génération encore, lui disait que les 7e d'une famille avaient un don. Est-ce que tu sens que tu as un don? Je ne sens pas que j'ai un don particulier. Je sens que j'ai des forces. J'ai des limites comme tout le monde. Tu devais être chouchoutée avec ses grands-pères et grands-sœurs. C'est-à-dire que ce qui est arrivé surtout, c'est que je suis la 7e avec une grosse différence par rapport aux 6 autres. Les 6 autres sont arrivés, ils ont déboulé les uns après les autres. Après ça, 3 filles, 3 garçons. 3 filles, 3 garçons. Puis moi, je suis arrivée 6 ans et demi après, presque 7 ans après le dernier, Gilles. Donc, par la force des choses, j'ai grandi avec 9 adultes. Et donc, j'étais chouchoutée, mais j'étais surtout aimée. Alors, pas désirée. J'ai pas été désirée. Attends, j'arrive là. OK. Ça m'a vraiment... Bon, alors, je l'ai dit pendant que je lisais sa biographie tout à l'heure. Donc, 2 romans autobiographiques qui racontent son parcours et qui s'inspirent de faits qu'elle a vécu... tout ça. Donc, l'enfance, la partie de l'enfance, c'est dans Mensonges d'enfance. Et plus tard, avec Éclat de femme, qui raconte sa période de jeune adulte, de jeune femme. Je vais vous lire un passage qui m'a... Et vous voyez, c'était dès le début. J'ai continué ma lecture, mais dès le début, ça m'a vraiment interpellée. Oui, tout à fait. J'avais une dizaine d'années lorsque ma mère me dit « Tu n'as pas été désirée ». Avec déjà 6 beaux enfants de 6 à 15 ans, 3 garçons et 3 filles, solides malgré tout, tu te doutes bien qu'on ne te voulait pas. J'en avais bien plus que je l'avais souhaité. Et si les 3 plus vieux n'avaient pas travaillé dès l'âge de 12 ans, on n'y serait pas arrivé. Quand j'ai compris que j'étais enceinte, j'ai prié pour que tu décolles et j'ai même tenté d'aider la prière avec des gros travaux. Rien à faire, t'étais accroché. Un soir, j'ai dit à ton père, ce bébé-là, va bien falloir y faire de la place. Il est têtu comme une mule. Ton portrait tout craché. Ton père a répondu, pour naviguer par vent contraire, comme cette petite bête le fait, elle, sa place, elle l'a déjà prise. Ai-je été traumatisée par cette révélation? Eh bien non. Car si elle ne me l'avait pas dit, je ne l'aurais pas deviné. En fait, ça m'a plutôt épatée. Je venais de comprendre à 10 ans qu'on pouvait être aimé, se sentir aimé, sans avoir été désiré. Je mettrais bien plus de temps à comprendre qu'on pouvait désirer sans aimer. C'est beau, ça. Oui, puis c'est ça. Hein? C'est ça. Il y a tellement de gens qui vont en thérapie pour exactement l'inverse. Oui.
Non, puis c'est ça, puis ça s'est vraiment passé à peu près comme ça. Là. Je ne dis pas que les mots sont exacts, mon père a dit exactement ce mot-là, mais c'est exactement ça, comme ça que ça m'a été raconté. Mais à l'époque, Françoise, Peu de femmes auraient dit ça. Peu de femmes l'auraient dit, mais les femmes qui avaient 7, 8, 10 enfants, il y en avait là. Ben, tu sais, on ne viendra pas me faire croire que j'aurais pas coupé ça un petit peu, là, cette ribambelle de bon. Et puis, non, c'est vrai que ça m'a épaté. Ça m'a épaté, puis c'est vrai que je ne l'ai peut-être pas compris à 10 ans, là, c'est mon côté romancière, je ne l'ai peut-être pas compris à 10 ans, mais ça a été absolument un événement dans ma vie qui m'a fait comprendre qu'on pouvait aimer, être aimé, sans avoir été désiré, et puis qu'il fallait le dire. Puis quand on n'a pas été désiré, c'est sûr que ça peut être bouleversant, mais ça peut aussi être une autre révélation fort gratifiante qui est derrière. Tu sais. J'en ai conclu que ta mère était une femme de franc-parler. Je me suis dit, oui. Voilà d'où vient la verbe, l'affirmation qu'on sent chez Jocelyne. Ma mère était une femme... j'ai eu des drôles de parents dans le sens que mon père était agnostique, il n'allait pas à l'église. Ma mère était très croyante. Ma mère, malgré qu'on était dans un milieu très, très modeste, allait au théâtre, elle était en quête de culture, de belles choses, puis on n'était vraiment pas riches. Hein, on vivait dans le Faubourg Amblas quand j'avais en bas de 6 ans. Là. Mais oui, c'était une femme qui disait les choses, mais toujours avec, comment dire, sans drame. Tu comprends? Sans simplement. drame. Oui. Ben, voilà. En fait, elle l'assumait. C'est qu'elle assumait ce qu'elle exactement. Elle te disait. Ton franc-parler te vient d'elle. Tu as dit en introduction que tu as passé les années, je disais en introduction que tu as passé les années 60 au cœur de l'action. Oui. En tout, tu as été des manifs et même probablement dans les années 70. Oui, fin des années 60, début des années. C'est ça, oui. C'est ça. Donc, tu étais très engagé politiquement dans le débat politique. Je pense que tu avais même comme ami Paul Rose et Francis Simard. Oui. Tu as côtoyé un peu de loin aussi Dr. Jacques Ferron, que tu as beaucoup admiré. Pas de loin, de proche. De proche. Et tu l'as beaucoup admiré, Jacques Je l'ai admiré. C'était notre médecin de famille. Un écrivain aussi. Oui, un grand écrivain. C'était notre médecin de famille, donc il soignait ma mère qui avait des ennuis cardiaques. Il m'a diagnostiqué une rudéole à 13 ans, je pense. Non, c'était notre médecin de famille. Je l'ai d'abord aimé, connu comme médecin formidablement bon, particulier. Tu sais, il m'impressionnait, il était grand, il fumait des cigarettes qui avaient un goût gris. Là, puis, il marchait comme un chat. Il marchait comme un chat. Vraiment, j'étais... Et puis après ça, quand il s'est présenté en politique, bon, moi, j'étais indépendantiste à la fin des années 60 et j'ai travaillé pour lui. Il vivait pas loin de chez nous, dans notre comté. Puis, et tu t'es ramassé à la maison du pêcheur en Gaspésie. Nomme-les toutes. Tu les as toutes faites. Et qu'est-ce que tu gardes de cette expérience politique-là, de cette expérience d'engagement-là? Parce que c'était la révolution sur tous les fronts, là. Sexuelle, révolution des femmes, la révolution politique ici. Je garde le sentiment que c'est une période bénie. C'est une période, je suis tellement heureuse d'avoir vécu une décennie là, de rêve, mais pas de rêve dans le sens de foi. Là. Tu sais, l'espèce de foi qu'on allait changer des choses, qu'on allait bonifier la société, qu'on allait vers une plus grande liberté, un plus grand respect entre les personnes. Quand les gens souvent me disent « Oui, mais vous autres, là, à l'époque de la révolution sexuelle, puis tout ça, vous étiez aussi pire que les jeunes d'aujourd'hui, puis les fuck friends, puis ils disent ça, c'est pas moi qui dis ça aussi pire. » Et moi, oui, puis moi, j'ai tendance à dire, oui, mais il y a une grosse différence. Puis je blâme pas, c'est devenu comme ça à cause de toutes sortes de raisons sur lesquelles on pourrait écrire tout un livre encore. Mais c'était très différent parce que les valeurs n'étaient pas des valeurs de consommation, c'était des valeurs d'amour universel. Peace and love. Peace and love, tu sais. Alors, on vivait dans un monde où on se souciait de l'autre. On n'était pas là en quête de son petit plaisir, puis sa performance, puis ça. Il y avait comme une sorte de flottement béni. C'était vraiment une étape. Puis c'est sûr que j'ai eu des bouts durs. Là. En octobre 70, j'ai trouvé ça dur. Oui, puis en fait, tu as décidé de raconter cette période-là de ta vie, de ce que tu as vécu avec ces gens-là, qui étaient, je t'ai entendu dire en entrevue, qui étaient eux-mêmes des personnages dans la vraie vie.
Oui, Tu as dit, personnage je voulais le romanesque. raconter, mais de l'intérieur. Oui. Pourquoi? Ben parce que je trouve que sur le plan ethnologique, c'est important. Tout ce qu'on a su de cette période-là, de la crise d'octobre, de ce drame-là, de cette bavure historique-là, c'est ce que les médias nous ont dit. Je ne dis pas que les médias ont menti, mais les médias ont rapporté ce que les gouvernements racontaient. Et moi, j'ai voulu dire que derrière cette façade-là, dramatique, hein, c'était dramatique quand même. Premièrement, il n'y avait pas des milliers de personnes, il y avait une poignée de personnes. J'en étais pas, là. J'étais enceinte, moi, à ce moment-là. J'étais sur le point d'accoucher. J'étais plus dans le groupe. Et c'était des êtres humains, tu sais. C'était des êtres humains avec leurs ombres puis leurs lumières. Puis c'était des êtres humains attachants. Donc, je trouve qu'il y a tout un plan de cette époque-là qui était passé dans le vide, tu sais, qu'on connaissait pas. Et c'est drôle parce que ma petite fille me disait qu'elle a lu ce livre-là, elle devait avoir 20 ans, puis elle m'a dit... je connaissais pas l'histoire du Québec. Je la connaissais pas, l'histoire du Québec, avec ce regard-là. Sincèrement, en lisant Éclat de femme, et je le dis pas pour être têteuse, là, Non, non, c'est pas trop ton genre. Pas trop mon genre, non. Moi, cette année, j'ai reçu Michel Jean. D'ailleurs, ce sera bientôt sur le site web ces jours-ci. Michel Jean, en grande entrevue, après la sortie de Cocum, que j'ai lu et je me suis dit, en terminant Cocum, qu'il faudrait que tous les étudiants de secondaire 3-4, ce soit obligatoire, et que je recommande à tous les adultes québécois de lire ça. Et pour la partie de l'histoire des Autochtones et de ce qui s'est vraiment passé, puis de pourquoi on en est là où on en est aujourd'hui. Et en lisant Éclat de femme, je me disais, ben, tu sais, moi, j'aimerais ça que Marianne, qui est ma filleule / fille de 20 quelques années, ou Justine, qui en a 20 ans, le lise, parce qu'elle me pose parfois des questions sur cette période-là. Elles savent, elles ont lu des cours là-dessus, mais je trouvais que ça, c'était une façon intéressante de l'aborder, parce que par le roman... oui, puis de l'intérieur aussi. Oui, par l'émotion. Puis il n'y a rien de faux, là. Tout ce que je dis là-dedans, c'est romanesque, mais c'est pas... ce sont les faits ce sont les faits réels. Il y a une journaliste dont j'oublie le nom qui m'avait dit, qui enseigne aussi, elle m'avait dit, mon Dieu, il faudrait que ce livre-là, en tout cas ce chapitre-là, soit obligatoire à l'école secondaire. Ça éclaire autrement. Voilà. Alors, évidemment, ton héroïne, dont j'aime beaucoup, moi, j'ai une amie qui s'appelle Gwendalina. D'ailleurs, c'est la maman de la propriétaire du café chez Teta. Mais toi, ton héroïne, c'est Gwendoline, que tu baptises Dernière, Gwendoline Dernière, Gwendoline Dubois dans le roman. Donc, elle sera arrêtée alors qu'elle est enceinte. En octobre 70, dans la foulée des arrestations arbitraires. Et tu vas y passer, tu y as été, tu y as goûté, tu étais aussi enceinte quand tu t'es retrouvée. Ça, c'est exactement mon histoire. C'est exactement ce qui s'est passé. Et évidemment, j'étais complètement innocente, comme les 467. Voilà, les 500 autres personnes. On n'avait rien à voir là-dedans. Je veux cesser de tourner en rond. Cela ne change rien qu'on fasse des excuses, parce que là, on comprend que les personnages, donc vous auriez voulu qu'on vous présente, et puis c'était justifié des excuses de vous avoir emprisonné pour rien. Ça ne change rien qu'on me fasse des excuses, qu'on me verse quelques dollars. Tu sais, en moi, quelque chose s'est irrémédiablement brisé, mais moi, je ne suis pas brisée. Nous n'en sommes pas de déception près. À 23 ans, Flappy, mais toujours pugnace et mère d'un sublime bébé, même que celui... excuse-moi, je laissais tomber toute velléité d'obtenir excuses et réparations, j'abdiquais. Plus tard, j'ai appris que certaines personnes avaient été dédommagées. Moi, ce ne fut rien. J'avais vivement besoin de prendre du recul sur ce carrefour de ma vie. En entrevue, tu as dit que Gwendoline a glissé du communautarisme à l'individualisme. Oui, au privé. Est-ce que tu as l'impression que c'est ce qui est arrivé aux boomers de l'époque? Est-ce que c'est à cette génération-là qui... Oui, non, parce que moi, en tout cas, ce que j'ai voulu dire, c'est que Gwendoline, et moi aussi, après cet événement extrêmement traumatisant, j'ai eu un passage il faut dire que je venais d'accoucher aussi, là. Hein? Donc, j'ai eu un passage à l'individuel.
j'avais assez donné, là, même si j'étais encore toute jeune, mais je suis pas restée là-dedans. La preuve, c'est que je me suis commise après dans plein de mouvements. Puis je pense que je suis une personne engagée, puis je vais toujours l'être. Tu sais, je me suis engagée après dans des groupes de femmes pour la question de l'éducation à la sexualité, la défense des éducatrices en garderie que je trouve trop mal payées. Bon, je suis quelqu'un d'engagé, puis je vais toujours l'être. Mais la force de cette claque dans la gueule qui a été la crise d'octobre m'a écrasée, puis là, je me suis repliée. Voilà, recroquevillée pour quelques années, là, dans une bulle. Voilà. Puis c'était, je trouvais ça très bon, très agréable. Tu sais, je connaissais pas ça. J'avais toujours été, j'ai trouvé ça très, très bon. Oui, parce que tu l'as pas eu facile, hein? Le parcours est assez rock'n'roll. Des fois, les gens me disent, oh, c'est bien, vous. Tu sais, il y a des gens qui disent n'importe quoi, là. Vous êtes né dans Watt. Je me dis, mon Dieu, s'ils me connaissaient, ils sauraient que je suis pas née dans Watt. De lire Éclat de femme, vous allez comprendre que le parcours fut semé d'embûches, clairement. Tout à fait. Toutes ces années donc. Mais d'embûches, mais beaucoup d'amour. Ça, je trouve ça important de le redire. Moi, je suis quelqu'un qui a été. Puis quand je dis aimer, ça ne veut pas dire gna-gna, là. Ça veut dire on m'a donné confiance en moi. Tu comprends, mon milieu m'a porté, m'a donné confiance en moi, m'a insufflé l'idée que j'avais de la valeur, que les autres êtres humains avaient de la valeur, puis il fallait explorer ça. Est-ce que c'est ça qui a fait qu'à la fin des années 70, Véronique devait avoir quoi, quelques 5, 6, 7 ans? Fin des années 71. Bon, elle avait... Oui, c'est ça. Parce que dans le livre, elle ne s'appelle pas Véronique. Non, mais moi, je sais que ta fille, c'est la criminaliste Véronique Robert. Tu décides de t'orienter, de retourner aux études et d'aller faire sexologie. Bon, c'était dans l'air du temps, tu vas me dire, mais pourquoi la sexologie? En fait, je suis allée en psycho d'abord. Okay. Et puis, je me suis rendu compte vite, puis en parlant avec un prof, que ça m'a très, très multiple, c'est très transdisciplinaire, la sexologie. Je me suis rendu compte vite que j'étais très, très plus passionnée. Par exemple, j'étais vite passionnée par Freud. À la fois, je l'ai contesté vite, mais je me suis intéressée, j'ai lu son œuvre. Donc, je me suis rendu compte que c'était peut-être cet aspect-là qui me passionnait le plus. Et puis, que c'était rare. Puis mon prof m'avait dit, écoute, dans une discipline nouvelle, comme la sexologie, tu vas défoncer des portes bien plus rapidement. Puis ça, c'est intéressant quand on est quelqu'un qui aime les défis un peu. Mais oui, mais on le voit d'ailleurs sur la couverture d'Éclat de femme, hein? C'est toi, ça? Non, c'est pas moi. Ah, OK. Tout le monde pense que c'est moi. Mais je trouve que ça te ressemble tout le monde énormément. Et le point levé. Puis en plus, ça se passe en Belgique, cette photo-là. Ah, tu vois comment c'est trompeur. Ah, les Belges. Mais ça t'intéressait de défoncer donc un peu des portes. Oui, puis l'autre affaire, c'est que... C'est assez nouveau, en fait. Des fois, en boutade, je dis, puis c'était vraiment en boutade, encore une fois, en blague, je dis, bon, ma mère m'a eu à 40 ans, dans une période stérile de son cycle, avec un condom. Alors, je ne pouvais pas être plus destinée à devenir sexologue que ça, tu sais, mais ça, c'est en blague. Non, j'ai vite constaté, par contre, la souffrance, d'abord, le fait que la sexualité, c'était tabou, je m'en rendais compte, et puis la souffrance qu'il y avait autour de ça, je l'ai constaté vite. Je me rappelle d'avoir eu des confidences de mes sœurs aînées, comme quoi il y avait quelque chose de souffrant là, tu sais, qu'on était dans la noirceur, et voilà. Aujourd'hui, tu signes parfois, tu mets à côté de ton nom, au lieu de sexologue, et là, je vais le déformer, je suis certaine. Faut pas. Sexosophe. Et moi, ça finit toujours par sexophobe. Ah, t'es pas la seule, malheureusement. Sexosophe. Oui, comme philosophe, ça s'agit de penser à philosophe, donc sexosophe. Oui, parce que j'aime bien créer des néologismes, mais aussi parce que je trouve que ça me ressemble plus, parce que je suis quelqu'un qui a toujours abordé la sexualité, beaucoup dans le sens de la question, tu sais, qu'est-ce que ça pose à l'être humain comme question, là, cette dimension-là de l'humanité. J'ai jamais été beaucoup intéressée par, je dis pas que c'est pas important, là,
Mais d'autres le font, puis le font très bien par la mécanique, par les troubles, les dysfonctions sexuelles. C'est pas ça qui m'intéresse, c'est qu'est-ce que ça représente, tu sais? Qu'est-ce que ça représente pour un homme ou pour une femme, le fait d'être perçu comme unique, d'être désiré, d'être désirante? Qu'est-ce que ça vient illuminer? Qu'est-ce que ça vient assombrir aussi, parfois? Donc, c'est plus, ma perspective de la sexualité humaine a toujours été beaucoup dans cette mouvance-là. Et je trouve que ça relève beaucoup de la philosophie. Donc, voilà. Puis j'ai étudié en philosophie aussi un petit bout. Donc, l'année prochaine, ça fera 40 ans que tu as gradué en sexologie. Oui. Est-ce que ça a bougé? Est-ce qu'on est plus libéré, plus actif, mieux informé? Est-ce qu'il y a eu une évolution en 40 ans au Québec? Parce qu'on partait de loin, là. On partait quand même de loin, là. Pas tant que ça. Tu sais, j'ai un livre qui s'appelle... J'ai un livre qui s'appelle... voyons... J'ai un trou de mémoire, ça va bien mon affaire. C'est ça qui arrive à mon âge. Le sexe en mal d'amour. Le sexe en mal d'amour. Le sous-titre est « De la révolution sexuelle à la régression érotique ». Oh! Hein? C'est-à-dire que, puis je le pense encore, c'est-à-dire que c'est sûr qu'il y a des choses qui ont évolué, je veux dire, ne serait-ce que si on parle de sexualité au sens large, de sexologie au sens large, la place des femmes, bon, il y a des choses qui ont évolué, je veux dire, l'avènement de la contraception, ça c'est avant moi, mais quand même, ça fait près en même temps que moi. Moi, j'ai commencé à prendre la pilule, là, ça sortait à peine, là, c'est Serge Mongeau qui me l'avait prescrite. Mais donc, oui, il y a des changements, mais il y a aussi des... J'ose pas dire des régressions parce qu'il faut mettre les choses en perspective. La sexualité, ça fait partie de la vie. En ce moment, on vit dans un univers extrêmement consumériste à tous égards. Alors, on consomme de tout. On consomme aussi du sexe, du cul, pour le dire vulgairement, des corps. On consomme des corps. Bon. Alors, on est dans une mouvance comme celle-là, et ce sont là les valeurs de base dans nos sociétés. Sexualité de consommation, c'est pour ça qu'il y a tant de porno, puis qu'il y a tant de... Alors, d'une certaine façon, oui, on a évolué, et d'une autre, à mon sens, à moi qui suis moi qui propose un modèle sexuel relationnel, c'est sûr que le modèle sexuel consumériste, il fait pas mon affaire, tu sais. Tu as écrit beaucoup d'ouvrages, on l'a dit, 16, c'était le 16e qu'on lançait ce soir, mais ça, c'est une trilogie, le mensonge en principe, oui. En principe, c'était une trilogie, tu vas venir, là. Il va peut-être venir. Il y a plein de gens qui me le demandent. Oui, quand est-ce qu'on a la suite, le troisième? Je suis trop jeune encore. Mais comment ça a été de passer parce que, bon, écrire, tu as beaucoup écrit pour les jeunes. Moi, je me rappelle de t'avoir interviewé pour Full Sexuel, pour ta série sur les petits tout ça. Qui marchent encore. Oui, tout à fait. Mais bon, passer de l'essai comme ça à la vision plus romanesque, bon, OK, là, c'était autobiographique. Peut-être que c'était la balise dont tu avais besoin pour aborder le roman. Est-ce que tu te vois écrire devenir romancière? Est-ce qu'on va relire des romans de... Je sais pas. Je ne sais pas, je ne peux pas te répondre de manière systématique, je ne sais pas. J'ai beaucoup aimé. J'ai eu beaucoup de plaisir à faire ça, énormément. Mais tu sais, le premier livre que j'ai écrit, qui a été publié aux éditions Pilou International, qui n'existe plus, je salue l'éditrice Louise, c'était un conte poétique. Et puis quand j'étais à l'université, mes profs m'appelaient la sexopoète. Ah! Tu sais? Alors, il y a quelque chose en moi, là. On va peut-être avoir puis peut-être, j'en sais rien. Je suis pas une fille je planifie pas beaucoup, hein. J'ai pas eu de plan de carrière, puis Il nous reste pas beaucoup de temps pour l'entrevue. Évidemment, moi, je me suis lancée dans plein de lectures. Écoute, j'ai passé vraiment quelques jours avec toi, vraiment. Bon. Et en 2014, parce que c'est pas juste, là, tu me connais, puis moi, je te connais pas. Hein? C'est ça, il faudrait qu'on fasse un interview renversé. Mais c'est pas la première fois. Vieillir avec panache n'est pas ton premier essai qui porte sur le vieillissement. Puisque en 2014, aussi aux éditions de l'Homme. 2010, Françoise. C'est en 2010, c'est une réédition en 2014, effectivement. Donc, les femmes vintage. Et là, bon, tu t'es intéressée justement à ces femmes boomers qui... et il y a un passage qu'elle dit et qui nous ramène à vieillir avec panache, parce que tu reprends un peu ce thème-là quelque part. Oui. Il y a la naissance, il y a la mort. Entre les deux, il y a la vie, le vivant, les vivants. C'est tout. Nous galopons, trottons, trottinons entre ces deux points, toujours dans la même direction, impossible de faire marche arrière.
C'est ce qui fait que nous sommes, tant que nous restons entre ces deux points, du côté des vivants. Oui. Ça me trouble, il faut croire. C'est parce que je trouve qu'on a tellement de prendre de prise de conscience à faire. Je m'inclus là-dedans. J'ai écrit Les femmes vintage. Je venais de passer le cap de la soixantaine. C'est pas pour rien, tu sais. C'est qu'en lisant ça, on se dit presque, mais c'est-tu moi qui est en train de m'empêcher de vivre? Ouais, c'est parce qu'on n'est pas, on a de la misère à ne pas courir par en avant. Je pense, en tout cas, je ne veux pas mettre les autres dans le même panier. Et puis, ben, des fois, peut-être qu'on passe à côté de choses toutes simples, là, la force de s'exciter puis de se bouffer à courir après quelque chose qui s'en vient. Alors là, si Pascal est à l'écoute, c'est le temps des 2 fameuses photos. Dans Jocelyne, tu nous as dit que dans vieillesse, il y avait le mot vie. Et moi, je vais terminer cette entrevue. Là, tu me fais peur un peu. Je te fais peur, là, un roulement de tambour. Parce que là, le temps passe. On aurait jasé pendant très longtemps. Qui dit oh, mon Dieu! Oui, c'est ça. Alors, mesdames et messieurs, je vous présente Louane, dont je suis carrément amoureuse, et qui est l'arrière-petite-fille de cette pimpante jeune femme assise à côté de moi. Alors, Louane, qui est ton dernier amour. Alors, vous autres, là, vous êtes une tribu de 4 femmes, là, hein? Et chacune a eu son enfant à 23 ans. C'est fou, hein? À peu près, autour de 23 ans. Ouais. Parle-nous de moi, Louane ma fille Véronique, ma petite fille Alice, puis Louane qui est arrivée. Ah, regarde! Ah! C'est magnifique. Ouais, à gauche, c'est ma fille, donc la grand-mère de Louane. Oui. Puis à droite, avec un chignon, là. Oui, les lunettes. Puis à droite, c'est Alice, c'est sa maman, c'est ma petite fille. Qui a maintenant 24 ans à peu près. Là. Ah non, 27. Elle est rendue à 27. 94, oui. Et c'est ça, Alice, avec qui j'ai... Quel âge elle a, Louane, à ce moment-là? Louane, elle a 2 ans et son petit frère va naître en mars. Elle va avoir 2 ans et 2 mois. Oh, mon Dieu. Oui. Et puis, tu vois, le petit frère, là, il vient casser le moule des poupées russes, là. Ah oui, parce que c'est ça que tu les appelles, tes poupées russes. Oui. Fait que là, on va avoir un poupon parmi... Fait qu'on est tous excités. On ne connaît pas ça, nous autres, avoir un petit bébé gars, là, tu sais. Bon, vous allez être autour. Ça va être votre petit prince. Avoue qu'ils sont belles, hein? Ils sont magnifiques. C'est les choses les plus importantes de ma vie. Vraiment. C'est ce qui est le plus important. Ouais. Hein? Bon, sur ces très belles paroles, est-ce qu'on aurait quelques questions? Ah, ça serait le fun. Personne n'a osé. Ben voyons. Mais étais-tu invité à poser des questions, les gens? Ah. Je ne l'ai pas dit assez souvent. Je l'ai dit une fois, mais j'aurais dû le redire plus souvent. Alors, on va procéder aux 3 derniers tirages. On est rendu là. Donc, un exemplaire à 3 chanceux de Vieillir avec panache de Jocelyne Robert. Alors, le premier ou la première... gagnant, ça ne sera pas long, c'est pas prêt encore, c'est pas grave. Jocelyne, as-tu un autre essai en chantier actuellement? Non. C'est correct. Tu donnes des conférences, tu participes à des choses en France, en Europe francophone également. Est-ce que ça, t'es cloué au sol? Ou, Oui, en ce moment, je suis clouée au sol. Puis là, justement, aujourd'hui, parce que le livre va sortir en France. En mai. Puis j'ai une rencontre bientôt là, par Zoom, évidemment, pour voir. Parce qu'elle semble croire que je vais y aller en mai, mais je ne sais pas encore. C'est compliqué. Tous, hein? C'est sûr qu'on peut y aller, là, mais qu'est-ce que... À nos risques et périls. Oui, puis si je vais là pour faire des entrevues par Zoom, je suis aussi bien de rester au Québec. Oui, tout à fait. Alors, on va voir. Mais ça semble vouloir être très bien accueilli aussi. Ben, c'est universel comme thème, hein? Oui, bien sûr. Le vieillissement, et surtout en Occident. Ben voilà. Parce que la pyramide des âges s'inverse ici. On est tous concernés. Oui, tout à fait. L'Allemagne suit très près le Québec en termes de dénatalité et en termes de vieillissement de la population. Le Japon aussi qui a un problème démographique. Julie, on a un premier gagnant? Madame Louise Véronique Sicotte se mérite le premier des 3 derniers exemplaires. Alors, Madame Sicotte, n'oubliez pas de nous envoyer sur Messenger vos coordonnées. Et une deuxième personne chanceuse, Madame Ginette Tousignan. Et la troisième, Madame Madeleine Ginchereau, qui se mérite le dernier exemplaire de Vieillir avec panache. Là, je cherchais le titre, tu crois, après l'avoir trituré comme ça. Bon, ben pour nous, Jocelyne Robert, merci
infiniment. Merci à Quelle belle toi. entrevue. Merci. Moi, j'en aurais pris longtemps, franchement. Merci de m'avoir accueilli ici. C'était très charmant. À mes hôtes, merci à la FADOC, à avenue.ca. Et puis, c'était bien le fun. J'espère qu'on va se recevoir. Oui, je te garde pas loin, je te garde pas Tu loin. me gardes pas loin? Oui, oui, D'accord. oui, tout à fait. Merci tout le monde qui ont été là. Je ne sais pas qui était là. Ce que je trouve le fun, c'est que les noms qui sont sortis, je connais personne. Je me dis, bon, c'est pas juste ma famille, mes amis qui étaient là. Non. Tous nos derniers rendez-vous ont été vus par des centaines de personnes. Une couple de dizaines de milliers. Ah oui, avec les reprises. Ah oui, et tout puis à tout ça, fait. D'ailleurs, la soirée de ce soir, si vous avez des amis qui ne l'ont pas vu, tout ça sera sur la page Facebook d'avenue.ca quelques minutes après la fin du live. Alors moi, je vais déjà mettre fin à la soirée en remerciant Production Lopez pour la régie de ce soir, ainsi que Pascal Giroux de Nomade Amoureux qui nous assistait depuis le Mexique, rien de moins, pour nous donner un coup de main. À Julie Chaumont, chef de pupitre sur Avenue pour la modération sur Facebook. Merci à l'équipe de Café chez Teta pour leur accueil, aux Éditions de l'Homme pour leur connivence. Moi, je vous donne rendez-vous avenue.ca le 17 mars prochain à 19h sur la page Facebook d'avenue.ca. Notre thème, partir, tout laisser pour partir un an. Alors, on ne peut pas encore voyager, mais on peut toujours bien se préparer et rêver. Et on va discuter de ça avec Pascal Giroux et Vicky Paquette de chez Nomade Amoureux, qui, eux, seront au Mexique et moi, dans mon bureau. Voilà, c'est comme ainsi va la vie, pleine d'injustice. Pauvre Françoise. Pauvre Françoise. Alors, il ne me reste qu'à vous remercier et à vous inviter de nous suivre sur Facebook, de vous inscrire à notre infolette. À la prochaine.